C'est quoi ce qu'on Oh, entend là maintenant, il y a un gros bouton rouge, dites. Oui, il y a un gros bouton qui dit qu'on est en direct. Ça donne envie d'appuyer dessus. Non. On peut pas. C'est même pas un bouton. Ça ressemble à un bouton, mais c'est même pas un bouton. Oh, oh là C'est là. pas centré. C'est pas centré en plus. Parce que c'est. Oui, c'est n'importe quoi. C'est parce que C'est c'est dérangeant. écrit en français et ça, voilà, c'est pour ça. Enfin bref, ça c'est de la popote interne, on va pas, on va pas durer trop longtemps là-dessus. On est sur l'épisode 72 de l'hebdo de Culture Club Sandwich et avec moi il y a Elodie et Olivier. Et ben, Hello. Et un chat sauvage qui vient d'arriver. Oui. Et quand je parle de chat sauvage, je ne parle pas de Johnny et de ses copains. Ah non, c'est C'était Eddie Eddie Mitchell. Mitchell. J'allais dire Eddie Murphy, mais non. Ça n'a rien à voir. Et oui. Non, Eddie Mitchell fait l'âne de Shrek. Non. Je serais peut-être prête à voir ça. Ah, une version de l'âne de Shrek, mais avec la voix de Eddie Mitchell. Il le fait bien. Il l'offre bien. Et c'est Eddie sûr. Murphy qui chante, ça me va aussi. Hein. Alors, par contre, il y a ma montre qui essaie de passer un appel d'urgence parce que j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton avec ma main. Donc, non, ça va, tout va bien. Je suis vivant. Je suis debout. On va parler de plein de choses et étonnamment, notre recos, c'est du cinéma. On s'est pas concerté. Hein. Non. Absolument pas. Non, parce que cette émission n'a absolument pas travaillé. Donc, Ça se saurait. Oui, ça fait tellement d'années que globalement maintenant... donc on peut pas nous taxer de. Toi, il y avait un youtubeur, là, Zach, son truc c'était Zach en roue libre, alors qu'il est absolument pas en roue libre. Nous, on l'est. Il fait juste une émission, alors que nous, on pourrait dire, bah, oui, si, on est en roue libre. Oh, pire en pente, hein. C'est... Ouais, exactement. On accélère au fur et à mesure du podcast. Avec des pneus slick. Et donc après, C'est par des contre... pneus slip. Des pneus slip, effectivement. Par contre, on a de la série télé, je pense. Après, il y a des choses dont je ne connais absolument pas le nom, donc je vais pas targuer que c'est de la série de ton côté, Olivier. Il y a de la série, du livre, du cinéma. Il y a beaucoup de choses, par contre. beaucoup de choses. Yeah, ouais, je vais essayer d'être rapide, mais ça fait longtemps que je suis pas venu, alors. Ah oui. Forcément, j'ai vu et lu pas mal de choses. Je vais essayer d'être rapide, ça fait longtemps que je suis pas venu. Titre. Évidemment, ça, Voilà, j'ai même pas eu le temps de le placer. J'ai pris beaucoup le train ces derniers temps, donc forcément, j'ai... Je comprends. Et par contre, je vois un petit truc en commun avec Elodie. Oui. Bah oui, évidemment. Évidemment. Bon, ben on va lancer le générique et puis on est parti. Hein. Mets ta culotte, c'est moi qui pilote, quoi. C'est comme... Oh là là. Oh, c'est distingué. Oui, hein. On lance pas le générique, là, ça. Avec Yann au solo. J'ai mis trop de temps pour comprendre. Oui, moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est ton regard de genre ah ouais, ça y est, je l'ai. Ça y est, t'as une petite lumière. Ah là là. Bon, alors comme je disais, voilà du cinéma et plein d'autres choses. Je vais pas être très poli, je suis désolé, mais je vais commencer comme ça ira vite pour pas ma reco, mais plutôt ma semaine. Comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux, je fais beaucoup, comme j'avais dit en début d'année, de toute façon, hein, du jeu vidéo et encore du jeu vidéo, et que je suis tombé dans un trou de lapin qui n'en finit plus, et je me dis, mais en fait, il y a plein de trucs encore à se mettre sous la dent, et c'est pas fini. Demain soir, d'ailleurs... Forza Horizon 6 qui risque de me bouffer encore plus de temps. Sans oublier que la semaine prochaine, il y a James Bond qui sort le 27. Et ça, moi on m'a dit c'est un Uncharted avec James Bond. Ok, c'est ma cam. Et c'est fait par les créateurs de Hitman. Donc, bon.
Voilà. Donc évidemment, je vais craquer, mais il n'y a pas que ça. Il y a des trucs bien sympathiques dont j'ai fait un test de The Caribou Trail qui m'a en plus de ça appris des choses historiques. Je ne connaissais absolument pas ce régiment en Première Guerre mondiale, parce que globalement, je ne sais pas vous, mais je connais finalement plus de choses de la Seconde que de la Première Guerre mondiale. Hein. Oui. Alors, je connais un petit peu plus de trucs parce que j'ai étudié pour faire un court-métrage, mais sinon, c'est vrai qu'on a tendance à plus connaître la seconde. En général, voilà. Et donc, c'est un jeu que dont je suis content. En plus, ça, c'est le premier test que je fais sur mon site, mon nouveau site, et un test dont la clé m'a été envoyée par les développeurs. Donc voilà, déjà, signe de GG. confiance, c'était sympa. Mais ça n'enlève pas au fait que ça change rien en fait que en fait la démo j'avais déjà beaucoup aimé, m'avait intrigué parce que l'histoire je voulais un peu en savoir plus parce que c'est un jeu de guerre où globalement le but n'est pas d'aller comme dans la plupart des jeux de guerre actuellement, on avance, on défouraille et puis après l'histoire c'est une cinématique de temps en temps. Non, là on la vit, on vit dans un petit trio donc de ce régiment du caribou, en fait c'était son surnom, parce que c'était des Canadiens de Terre-Neuve qui étaient enrôlés par l'Angleterre, tout comme l'Angleterre a aussi enrôlé beaucoup de personnes d'Australie pour aller se battre à leur place. Ça, déjà t'apprends ça, c'est cool, merci l'Angleterre. Et tout se passe à Gallipoli, donc en Turquie, et quand on lit l'histoire de cette campagne-là, c'est pas une campagne très glorieuse, hein, on va pas se mentir, et le jeu c'est c'est la vie dans ce régiment, c'est le fait de savoir qu'on va vers une mort certaine et un peu tout ce que ça peut avoir comme trauma. Et j'ai fini le jeu en larmes et c'est assez rare pour le noter parce que l'histoire a été vraiment bien racontée, très émouvante, alors que c'est une toute petite équipe au Canada qui s'est occupée de ce jeu-là. Donc moi je vous le conseille, en plus de ça il est pas très cher, il est en dessous de 13€ pour à peu près 3 heures d'expérience selon à quelle vitesse vous y allez. Et c'est quoi comme type de jeu en fait? C'est ce qu'on appelle en général des walking simulators, donc en gros c'est péjoratif, mais en gros tu vas vraiment à la première personne tu vas incarner un des personnages, tu vas discuter avec certaines autres personnes, puis de temps en temps tu as un petit puzzle à faire, mais globalement c'est beaucoup d'exploration et de découverte, donc c'est vraiment une expérience narrative plus qu'autre chose. Ok. Mais tu peux, franchement, pour perdre, faut vraiment le vouloir. Il va se passer des choses, il faudra des petites scènes d'infiltration, des trucs comme ça, mais globalement tout est fait pour que tu vives l'histoire et que tu la vives surtout de l'intérieur et que tu ailles découvrir par toi-même en fait les tenants et aboutissants, quoi. Ça ressemble à ce jeu-là que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait What Remains of Edith Finch. Voilà, exactement, c'est dans le même genre. Firewatch aussi, qui était vachement cool. Donc, où c'est vraiment ton jeu, en fait, tu étais là pour pour l'expérience et les émotions que tu peux avoir. Et donc franchement ouais, moi ça c'est un jeu que je conseille, et dans le même genre en fait ici, bon j'ai pas encore terminé parce que je l'ai pris un peu tard, mais il y a Mixtape qui est arrivé, et Mixtape en fait si on aime les années 90, si on a envie d'avoir un truc à la John Hughes avec des musiques genre Joy Division, Smashing Pumpkins, etc., faut aussi y aller parce que c'est aussi ce genre d'expérience où on va vivre en fait ces trois adolescents qui vont partir pour l'université et partir un peu plus loin de leur petite bourgade, et c'est leur dernier été comme ça ensemble, et en fait c'est vraiment un instantané d'une époque, d'une façon une sensation de vécu qui est assez intéressante et très très jolie aussi dans le genre. Mais ça je vous en parlerai sans doute plus ici et sur mon site quand j'aurai terminé. Et sinon dans un genre tout à fait différent et comme ça j'en fais pas beaucoup trop, mais il y a un jeu qui
un des jeux qui m'a bien accroché, et que, en tout cas, la démo m'a bien accroché, et je vais finir par acheter le jeu complet. C'est Froggy Hates Snow. Et en fait, t'es une grenouille. T'es dans ton petit cocon de chaleur avec ta petite thé, ton petit canapé. Et autour de toi, il n'y a que de la neige, mais de la neige qui, globalement, fait facilement 1m50, 2 mètres de haut. Et tu vas aller progressivement creuser, chercher des trésors, combattre des vagues d'ennemis. Et tu dois évoluer pour aller de plus en plus loin, résister de plus en plus au froid, creuser de plus en plus vite, pouvoir creuser certaines autres choses. Mais c'est surtout qu'en fait, la musique, elle est très reposante. Et puis, le jeu, il a un aspect visuel magnifique. Puis cette neige-là qui est vraiment très lumineuse, et cette petite grenouille que tu fais évoluer, et t'es content de... Des trucs tout cons, hein. T'attrapes un petit chariot pour attraper tes diamants, t'es content de voir l'animation du petit chariot, puis tu te dis, tiens, tu as réussi à attraper des skis. Donc hop, il commence à skier, et tu vois les animations, et tout ça, c'est fait par un gars tout seul. Je suis toujours impressionné par ça, par ces personnes qui vont faire du développement tout seul, se lancer là-dedans et sortir des trucs. Tu te dis, mais comment ils ont fait? Enfin bon, il y a énormément de jeux dans ce genre-là, mais celui-là, moi, il m'a bien tapé dans l'œil, et surtout, c'était ce qu'on appelle un roguelite. Donc en fait, quand tu meurs, tu ne perds pas toutes tes connaissances, mais tu recommences un nouveau run avec certaines choses que tu connaissais déjà. Donc tu recommences en bas de l'échelle, mais tu as déjà débloqué des points d'accès vers d'autres capacités. Et ton but, c'est d'aller le plus loin possible à chaque nouvelle run, sachant qu'il y a 10 vagues d'ennemis, et que dans la démo, en général, j'arrive à la 7ème, et puis après, je me fais lamentablement déglinguer par une espèce de bestiole toute noire qui ressemble à un papillon qui te lance des crottes, mais... Tout est normal. Tout va bien, tout est normal. Mais ouais, voilà. Beaucoup de choses comme ça. J'ai découvert aussi Polly et moi, le film. Je pensais l'avoir vu, je ne l'avais jamais vu, avec Ben Stiller et Jennifer Aniston. Soit c'est une comédie romantique sympathique, rigolote, mais bon, j'ai déjà vu mieux. Heureusement, j'ai vu Jennifer Aniston, et j'ai vu le titre avec un « et moi » dedans. J'espère juste qu'il n'y a pas un chien. le PTSD de Marley et moi qui revient à chaque fois. Tu m'étonnes. Regardez les enfants, on va regarder un film avec un chien. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que je vous parlerai de Marocco après, et dans le genre, ça peut être un peu chaud quand même. Mais bon, c'est bien aussi de ne pas prendre les enfants pour des cons. Elodie. Oui. Dans un genre différent, mais c'est de la bagarre. La bagarre. Voilà. Ta recommandation cette semaine, c'est la bagarre. Oh, pas que de la bagarre, mais oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui, à chaque fois que je le revois, me rappelle une vérité simple. Parfois, le cinéma, ça n'a pas besoin de parler beaucoup pour te mettre une énorme claque dans la gueule. Ce film, c'est The Raid de Gareth Evans, et voilà, tapez bien le nom du réalisateur quand vous cherchez The Raid, parce qu'il y a à peu près 12 000 films qui s'appellent The Raid, et de tous les niveaux, hein. C'est la foire. Déjà, pour poser le décor, on est en Indonésie au début des années 2010, et Gareth Evans, il arrive avec un film d'action qui, sur le papier, a l'air d'un pitch de jeu vidéo des années 90. On a une unité de flics d'élite qui entre dans un immeuble tenu par un baron de la drogue, et l'objectif est très simple, c'est monter étage par étage et survivre. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Oui. C'est Double Dragon, c'est Streets of Rage, ce que tu veux. C'est tout ce que vous avez eu dans les années 90. Ouais. Voilà, c'est du beat'em all. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sous-intrigue compliquée, pas de dilemme philosophique profond sur la condition humaine. Non, c'est juste un immeuble. Ce truc profond, c'est mon poing dans ta gueule. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de punchline comme ça. D'ailleurs, ça ne parle pas beaucoup. Mais voilà, on a juste un immeuble, des types armés, une très mauvaise journée qui va empirer à chaque marche. Et en fait, c'est là que le film est assez génial, parce qu'il transforme cette simplicité en force absolue. Parce qu'en fait, toute l'écriture du film, elle est pensée comme une escalade de tension, mais genre littéralement. Parce qu'en fait, on monte dans l'immeuble, et plus on monte, plus ça devient violent,
plus ça devient étouffant et plus ça devient désespéré parce qu'à la fin il reste plus grand monde non plus. C'est presque un concept de film de survie pure mais vertical. Voilà, c'est un concept. Hein, voilà. Et très vite on se rend compte que The Raid ce n'est pas un film qui veut raconter une histoire très compliquée, ça vous l'aviez compris, c'est un film qui veut nous faire ressentir quelque chose de très simple, la survie, la fatigue, la douleur et le chaos. Et en fait, le truc qui fait que tout le monde se souvient de ce film, c'est l'action. Déjà, c'est pas les dialogues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment l'action, parce que là, on est sur un niveau d'exécution assez délirant. Les combats sont basés sur... Alors, je vais essayer de le prononcer. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais écoutez, vu que j'ai trouvé ces infos, je vous la donne. C'est basé sur le Pankrat-Silat. Faites vos recherches, je sais pas. C'est un art martial indonésien. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que c'est pas stylisé pour être joli. C'est très crédible, c'est très brutal. Et c'est aussi très lisible. Et ça, c'est hyper important. Parce que dans beaucoup de films d'action, on a cette tendance un peu pénible à cacher les choses avec des caméras qui tremblent, avec un montage ultra rapide, où on comprend vaguement ce qui se passe, mais sans trop savoir qui frappe qui. Voilà, bonjour Daredevil. Là, c'est exactement l'inverse. Tout est très clair, on voit les coups, on voit les impacts, on voit les corps qui encaissent, et surtout, on sent le poids des choses. Et ça, c'est notamment grâce à la mise en scène de Gareth Evans, qui a une vraie intelligence du cadre. Il cherche pas à nous perdre, et en fait, il cherche à nous mettre vraiment dans l'action. Et il y a un truc presque chorégraphie de théâtre violent dans la manière dont tout est construit. Et puis on a des acteurs géniaux. Alors, pareil, je vais essayer de le prononcer du mieux que je peux. Je suis désolée, j'ai fait LV2 espagnol, moi. Iko Uwais et Yayan Ruhian. Je fais ce que je peux. En fait, c'est pas juste des acteurs, c'est aussi des chorégraphes de combat. Donc, les combats sont pas juste joués, ils sont littéralement pensés par les gens qui les exécutent, et ça change tout parce qu'il n'y a pas une sensation de cascade, on a vraiment une sensation de fluidité organique, c'est très naturel. Sauf que ici, naturel, ça veut juste dire extrêmement douloureux à regarder, hein, ça vous allez serrer les fesses pendant 2 heures. Et je pense qu'il y a un point important à dire, c'est que The Raid, c'est un film qui ne s'excuse jamais d'être intense. On n'est pas ménagé, on n'a pas le temps de respirer, il y a très peu de pauses, il y a très peu de moments où on peut se dire « Ah ok, ils sont en train de discuter tranquillement dans une pièce ». Non, ça n'arrive jamais. Même les moments calmes, t'as une tension latente comme si le film te disait en permanence « Non mais profite, en fait ça va pas durer, tu vas te faire péter la gueule dans 2 secondes ». Et du coup, ça crée une expérience assez physique. Il y a des films que tu regardes avec ta tête, bah The Raid, tu le regardes avec ton corps. Parce qu'on est tendu, crispé pendant tout le film. À chaque fois, on anticipe vraiment les coups. Et je sais pas, c'est vraiment une réaction vraiment physique devant le film. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait partie des films qui ont influencé énormément le cinéma d'action moderne. On pense souvent à John Wick quand on parle de chorégraphie lisible et d'action stylisée mais compréhensible. Et en fait, The Raid, ça fait clairement partie de ces films qui ont redéfini ce que pouvait être une scène d'action au XXIe siècle. Et ce qui est très fort, c'est l'utilisation de l'espace. Parce que l'immeuble, c'est pas juste un décor, c'est un personnage. On a chaque étage qui a vraiment sa logique. Ses propres dangers et sa dynamique. Et vraiment, on a vraiment l'impression que c'est pensé comme un jeu vidéo où chaque étage a un niveau avec ses propres catégories d'ennemis, on va dire, et ses propres armes aussi. Et donc, plus on avance, plus on sent que l'espace se referme sur les personnages, ça devient de plus en plus serré. Il y a quelque chose de presque claustrophobique, comme si le bâtiment lui-même participait à la chasse. Et puis, il y a ce mélange assez rare entre brutalité et précision, parce que le film est violent, très violent, mais c'est jamais gratuit dans son exécution. Il y a chaque combat qui raconte quelque chose. À chaque fois, c'est une stratégie, à chaque fois, c'est une erreur ou un moment de panique, ou des fois, ça peut être juste une décision prise un peu trop vite et ça dégénère. Et ça donne une vraie cohérence émotionnelle à l'ensemble, même sans dialogue sophistiqué, parce que vraiment, je répète, mais il y a très peu de dialogue dans ce film. Et moi, ce que j'aime surtout dans ce film, c'est qu'il rappelle un truc assez essentiel sur le cinéma, c'est que parfois, la mise en scène suffit, en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes en termes d'histoire ou de message. Si tu maîtrises parfaitement ton langage visuel, bah, tu peux raconter énormément de choses avec très peu de mots. Donc, si je dois vous le vendre en une phrase ici, c'est simple. The Raid, c'est un film qui transforme un immeuble en piège mortel.
Et chaque combat, c'est de la survie pure, sans jamais tricher avec le regard du spectateur. Et honnêtement, même si vous pensez ne pas être du genre film d'action extrême, je pense que celui-là mérite d'être vu au moins une fois, parce que c'est typiquement le genre de film qui te fait dire « Ok, là, on est quand même sur un autre niveau de cinéma physique. » Et rien que pour la réalisation et la mise en scène, c'est vraiment une leçon de cinéma. Après ça, je garantis pas que vous regarderez les escaliers de la même manière, mais en tout cas, c'est vraiment une expérience, je vous le recommande. Et s'il n'est pas sorti du catalogue, c'était disponible sur Prime Video. Ouais, et il y a un 2 aussi. Ouais, pas encore Oui. regardé par contre. Ouais. Et qui est le même réalisateur. Ouais, pareil, Ouais. sauf qu'ils descendent dans une cave. Mais non, je sais rien. Ce serait drôle quand même. il fait des donjons maintenant. Mais c'est un peu ça, hein. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas de chat. Non, ah là là. Quand on va pouvoir en parler ensemble, ça peut être cool ça. Ouais, j'ai fini le premier. On parle Là, de parce que là, Dungeon je me Crawler sens- Carl. Je me sentais un peu. Je sentais qu'il y avait une rêve que j'avais pas là. Dungeon Crawler Carl. Voilà. Je m'appelle pas Karl, je m'appelle Olivier. Désormais, tu seras princesse Donut. Oh, il a plutôt un air de Mordecai. Après, bon, je dis ça, je Le dirais. sage. Le sage. Olivier, Tout toi, de ton côté, donc, niveau récap de ta semaine, il y a pas mal de choses. Ouais, parce que c'est le récap de 3 semaines, donc Le récap de coup. 3 semaines. voilà. Petit générique. Ah, non, bon, Non, tant pis. c'était pas ça. Bon, on aura essayé. Bah, du coup, pendant tous ces voyages en train, je me suis dit, tiens, je vais écouter ce qu'a dit Elodie, je sais plus quand d'ailleurs, c'était il y a 2-3 semaines, et je vais regarder Sunny sur Apple TV+, et bah, je plus sois tout ce que Elodie a dit, et c'était vraiment super. Je trouve que la série est hyper originale, je m'attendais pas à ce ton qui est très désarmant et il y a des trucs de comédie, des trucs d'émotion, des trucs d'action, enfin il y a des trucs un peu foufou. C'est enfin je vais pas détailler, hein, je vais vous laisser réécouter l'émission où Elodie en parlait, mais en tout cas vraiment j'ai beaucoup aimé cette série qui est vraiment assez unique. Donc ça fait du bien de voir des choses différentes. Et je ne sais pas si le livre, enfin de quelle manière le livre est adapté, si c'est très fidèle ou pas, mais en tout cas ça donne envie de le lire parce que j'ai vraiment bien aimé l'univers dans lequel la série nous a plongé. Donc Moi, voilà. en tout cas, je vais le lire parce que du coup, comme la série a été annulée et que ça nous laisse un petit peu quand même sur notre fin, j'ai Ouais. un peu quand même envie de savoir où c'était censé aller, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment, je trouve ça très réussi. Et j'ai passé un très bon moment. Un beaucoup moins bon moment avec Privilège, qui est une série française qui est diffusée sur HBO Max et qui nous plonge dans les coulisses d'un palace parisien. Alors, j'ai regardé que le premier épisode pour l'instant, mais je m'y suis mis parce que à Série Mania, beaucoup de gens m'en ont dit du bien. Je pense que les critiques n'ont plus du tout de raison quand il s'agit des séries françaises. Vraiment, j'ai trouvé ça horrible. Ce premier épisode est un amoncellement de clichés. Et il se passe tellement de trucs en un épisode, c'est pas possible en fait. En fait, ça raconte l'histoire d'une Adèle qui est en prison, qui est censée avoir une liberté conditionnelle, mais pour ça, il faut qu'elle elle ait un job. Donc, du coup, on va lui laisser la possibilité d'exercer un métier en fait pendant qu'elle est en prison. Donc, elle sort le jour et elle rentre la nuit. Et en fait, du coup, elle se retrouve dans son premier jour en tant que bagagiste dans un palace parisien. Et,
Et évidemment, ce premier jour va partir en couille totale. Il va se passer 3000 trucs. Évidemment, elle va se retrouver avec le numéro de téléphone du directeur de l'hôtel qu'elle va appeler parce qu'elle va se retrouver chez les flics. Le mec va décrocher, va l'aider, machin et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça. À un moment donné, même, elle planque un serpent dans une poubelle. Elle appelle le directeur depuis chez les flics, elle appelle le directeur de l'hôtel pour lui dire qu'il y a un serpent dans la poubelle en face du truc. Le mec va C'est un récupérer le film avec serpent. Samuel L. Jackson, ça. Fait- Les serpents dans la poubelle. Non, vaut mieux regarder le serpent dans l'avion. Franchement, non, je comprends pas comment on peut faire ce genre de série. Je comprends même pas comment on peut faire des critiques positives de ce genre de série. Vraiment, il y a tellement mieux euh, que ça. Oui, alors c'est très bien enveloppé, c'est très bien filmé, c'est très bien. Il y a des moyens, il y a des trucs, il y a des grands acteurs, machin. Enfin, c'est vraiment un produit de luxe. Mais franchement, c'est complètement con, quoi. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment lamentable et surtout, ça, enfin, vraiment, c'est le pur produit de la série française de plateforme, quoi. C'est une série qui veut en faire trop, qui a pas du tout confiance dans ses personnages, qui a pas du tout confiance dans son histoire, et du coup, ça va à 10 000 à l'heure. On comprend rien, il y a rien qui est crédible. Enfin voilà. Donc je vais continuer pour voir si ça s'améliore quand même. Mais ce premier épisode, c'est quand même trop, 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 trop. C'est pas possible. Il faut s'arrêter. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Si le reste de la série est mieux, je ferai amende honorable ici. Mais en tout cas, ce premier épisode était vraiment très décevant. Un peu décevant depuis une ou deux saisons, c'est For All Mankind sur Apple TV, qui était une série qui était vraiment partie sur des très très bonnes bases, avec une saison 1 qui racontait l'histoire en gros, de la conquête de la Lune, si c'est l'URSS qui s'était posé sur la Lune avant les Américains. Et du coup, c'était une série dystopique qui était très intéressante à regarder parce que elle imaginait avec beaucoup de véracité, avec beaucoup de références historiques, un petit peu ce que la guerre froide aurait donné et ce que si les Russes avaient gagné cette bataille de l'espace. Bon, au fur et à mesure des saisons, ils ont un petit peu abandonné le côté véridique enfin, en tout cas, scientifique et plausible du scénario pour se baser pour revenir à quelque chose de plus drama classique, SF, avec voilà des considérations de lutte de classe, il y a même dans cette dernière saison, il y a même des références à Ice, puisque en gros les Américains et les Russes s'allient et les Chinois s'allient et les Coréens aussi pour conquérir Mars et pour y développer des colonies et donc la police sur ces colonies maintenant depuis cette saison-là est devenue une sorte de ICE euh, dans la série. Voilà, ça sert à parler aussi des États-Unis modernes. Ça reste très agréable à regarder, ça reste très sympa à suivre, très qualitatif en termes de rendu et voilà, mais c'est vrai que on n'est plus du tout dans le même état d'esprit que les deux premières saisons nous avaient habitués. Ça reste très bien, mais ça reste plus classique voilà, en termes d'intrigue et de récit. Donc c'est un peu décevant, mais malgré tout plutôt sympa à regarder et je conseille quand même si vous n'avez pas commencé la série ça vaut le coup quand même de s'y mettre parce que euh, passer le côté un petit peu l'objet de curiosité que sont les deux premières saisons, après on rentre dans une série SF qui est quand même bien troussée et il y en a relativement peu finalement
des séries aussi bien foutues depuis la fin de The Expanse. Donc vraiment, allez-y quand même si évidemment ça n'a pas la force de ses débuts. Une série qui, elle, continue à garder la pêche par rapport à Pêche. la pêche, une Tu l'as bonne dit expression comme- de vieux là. Tu l'as dit comme dans Les Inconnus, dans Télématin, là. Ouais. Et alors, la pêche. Alors, la pêche. pêche. Et c'est Paris Police 1900 qui a repris sur Ouais. Canal+, qui était une série dont j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons. Alors, maintenant, la première saison s'appelait Paris Police 1900, la deuxième saison s'appelait Paris Police 1905, et la troisième saison, c'est Paris Police 1910. Et donc, à chaque fois, via le prisme d'une enquête qui dure toute la saison, on découvre un petit peu les méthodes de travail du 36 quai des Orfèvres de l'époque. Je trouve, et de manière à la fois très documentée, mais en même temps très romanesque et très épique, et donc forcément fantasmé. Mais je trouve que encore une fois, cette saison, alors elle est en cours de diffusion, donc j'ai pas tout vu, mais ça reste quand même une très très bonne série. J'en avais déjà parlé dans l'émission, mais il y a vraiment, je trouve déjà en termes de réalisation, c'est extrêmement bien foutu. C'est très très beau à regarder. Je trouve qu'en plus, ils arrivent toujours à trouver un angle différent pour chaque saison. Et en plus, c'est une série qui est toujours très politique, qui parle à travers ces enquêtes du début du XXe siècle, qui parle de notre époque, et qui va triturer un petit peu toute l'histoire de l'antisémitisme français, pour réfléchir un petit peu à l'évolution de notre société, et voir si finalement tout ça n'est pas encore présent chez nous. Et enfin, il y a une vraie réflexion sur la presse, sur les milliardaires, enfin pas les milliardaires à l'époque, mais sur les gens les plus riches qui sont capables de créer des organes de presse puissants pour développer leur doctrine. Voilà, il y a plein de thématiques qui sont très ancrées dans ce Paris de 1900, mais qui en même temps nous parlent à notre époque. Et vraiment, je trouve que la reconstitution est vraiment super belle. Les comédiens sont très très bons. Et il y a une vraie écriture, il y a une vraie patte. Et il y a vraiment, je trouve que c'est encore une fois très réussi. Et il faut vraiment voir cette série dont la 3e saison est passée un peu inaperçue, mais qui est pour moi vraiment l'une des meilleures séries françaises actuelles, et de très 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 loin, quoi. Donc n'hésitez pas à le voir, c'est sur Canal+. C'est une création originale Canal+, et franchement ça met une grosse baffe à toutes les autres séries françaises. Ça vaut vraiment le coup. Au niveau cinéma, j'ai vu plein de choses, mais pas beaucoup grand-chose qui retient mon attention. Mais par contre, hier, j'ai vu Obsession, qui est le film d'horreur qui est en train de faire le buzz en ce moment. Ouais. C'est un film d'horreur c'est un film d'horreur fauché, puisqu'il a coûté moins d'1 million pour sa production, et il a déjà rapporté 23 millions dans le monde. Donc, autant vous dire que c'est très rentabilisé. C'est un film de Curry Baker, et qui raconte l'histoire d'un mec qui est amoureux de sa collègue, mais sa collègue veut juste qu'il reste ami, et en fait il va trouver dans un magasin genre Jiffy, quoi. Il va trouver un bâtonnet qui s'appelle One Wish. Et en fait, tu fais un vœu, tu craques le truc, et c'est censé faire ton vœu, quoi. Ouais. Exaucer ton vœu. Exaucer ton vœu, merci. Voilà, je cherchais aussi le mot. Ouais, mais j'avais résoudre aussi. Oui, mais je sais pas pourquoi il y avait résoudre qui m'est venu. Ouais, moi aussi, c'est fou.
Donc, Résoudre tous tes problèmes, exaucer ton vœu. Voilà, c'est pour ça. et donc, c'est censé donc exaucer ton vœu. Et il se trouve que lui, il a fait comme vœu complètement con. Il dit, je voudrais que Nikki m'aime plus que tout au monde. Il fait ça, sauf que ça marche. Et du coup, il se retrouve avec une meuf qui Elle aime est plus que totalement accro et hyper jalouse, qui est complètement folle et qui fait vraiment des trucs très 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 chelous. Euh, genre marcher en arrière pendant qu'elle est en train de parler, se cacher dans des coins sombres. Et puis surtout, elle est d'une jalousie maladive qui fait que le pauvre gars n'a plus du tout de vie privée et de moments seuls. Oh, il l'a cherché en plus. Hein, Oui, il l'a totalement cherché, mais elle est quand même très flippante, la meuf. Et Ah, je dois dire que ça faisait très, 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 très longtemps, je pense que ça se compte en dizaines d'années, que j'avais pas flippé devant un film d'horreur comme ça. oui, carrément. Et ouais, le film est très angoissant. J'étais avec Ok. Sarah qui, je pense, a failli faire une descente d'organes tellement elle était flippée. Mais j'en menais pas large non plus. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que il est toujours premier degré, mais les gens se retrouvent dans des situations tellement ubuesques parce que c'est pas que entre eux, il y a aussi leur bande de potes. Il y a des moments de gêne intense où ils se retrouvent dans des fêtes où elle est hyper cringe, la meuf, où elle est hyper violente, et c'est très désarçonnant. Et en fait, ces moments-là sont très drôles. Et moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est que le film devient drôle et divertissant alors que il ne fait jamais une blague. Et il essaie pas d'être Mhm. drôle avec des blagues pourries, des trucs vraiment comme beaucoup de films d'horreur nous sortent, des trucs vraiment d'une débilité sans nom. Là, le film est drôle parce que les personnages se retrouvent dans des situations qui sont complètement folles. Et du coup, en fait, tu passes de moments de tension qui sont très extrêmes, qui sont vraiment... Il y a des moments qui sont tout simples, mais hyper flippants. Et, euh, et flippant parce que cringe, en fait. Vraiment, c'est une tension de cringe. Et, euh, Ok. et à côté de ça, des fois, tu te marres parce que ça part vraiment en couille, quoi. Et je trouve que de Tu ce te point marres de... en mode un peu réflexe de protection, en fait, finalement. Bah, pas tellement, en fait. C'est que vraiment, les situations sont débiles, quoi. Enfin, vraiment, la meuf, Ok. elle est tellement jusque-boutiste dans son amour que il y a des moments où ça devient... Ouais, c'est too much, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vraiment too much. Mais c'est joué premier degré. Donc, Mhm. en fait, tu ris pas du film, tu ris avec le film. Et, Ok. euh, et moi, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur comme ça, construit aussi intelligemment. Et, euh, et qui, en plus, m'a vraiment stressé, quoi. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. J'avais lu pas mal de bonnes critiques du film, mais bon, il y a pas mal de films d'horreur dont j'avais lu des bonnes critiques que j'avais trouvé vraiment nulles. Et là, je dois dire que j'ai été plutôt cueilli et je conseille vraiment, c'est encore en salle, c'est sorti il y a une semaine, je crois. Donc allez-y, je pense qu'il va rester un petit bout de temps parce que ça fait vraiment le buzz et le bouche à oreille est très bon. En tout cas, je pense que toute la salle est sortie traumatisée, quoi. Enfin, vraiment, nous, il y a encore une histoire de chat là, avec votre chat. Là, là, il y a une histoire de chat traumatisante. Enfin, vraiment, tu ressors de là, déjà, tu vois ton couple d'une manière différente. Tu relativises beaucoup de choses. Ouais, ouais, et puis des coups, tu te dis, ah ouais, faut pas que je la regarde trop longtemps parce qu'elle va croire que je, que Je je vais la devenir stalk, quoi. parano après. Ouais, ah ouais, ouais, c'est un coup à devenir parano. Mais honnêtement, c'est très bien et le manque de moyens se voit pas beaucoup. C'est vraiment plutôt bien foutu, donc c'est plein d'idées. C'est vraiment cool, quoi. Donc, euh, donc je vous conseille Obsession au cinéma. Et je vais finir par deux livres. Il y a un livre qui s'appelle Effets secondaires probables de Augustine Burroughs, c'est l'auteur d'un livre qui avait plutôt bien marché à l'époque, qui s'appelait Courir avec des ciseaux,
qui était un livre où il racontait son enfance. Qui était un très 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 joli livre. Et là, en fait, Effet secondaire probable, c'est un recueil de textes, de souvenirs, à la fois de l'enfance, à la fois adulte, à la fois adolescent, de l'auteur qui voilà, raconte des épisodes de sa vie plus ou moins drôles, plus ou moins émouvants, plus ou moins gênants, plus ou moins... voilà, enfin, il y a vraiment plein de tonalités dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé parce que d'abord, Augustin Burroughs est un très bon écrivain. Et surtout, c'est un écrivain qui a beaucoup de recul et d'humour sur lui-même. Et et il y a vraiment des moments où j'ai ri en lisant le livre parce qu'il se moque un petit peu. Alors lui, c'est un New-Yorkais gay, un peu bobo, voilà. Donc et c'est quelque chose dont il se moque assez facilement. Et voilà, il se retrouve parfois dans des situations un petit peu bizarre dû à sa maladresse, dû à ses traumatismes d'enfance, dû voilà, à plein de choses, et dû à au fait qu'il ait l'impression de toujours être malade, toujours avoir un rapport avec la maladie qui est très spécial. Voilà, donc c'est vraiment un livre très facile à lire. Avec chaque chapitre, c'est une histoire, donc on peut piocher dedans et c'est relativement simple à lire. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu pas mal d'émotions, j'ai ri. Et c'est un livre que je conseille. C'est typiquement le genre de livre que je conseillerais pour l'été parce que c'est assez simple à lire et c'est vraiment sympa. J'ai passé un très bon moment de lecture. Et je vais finir avec Orage ordinaire de William Boyd. Alors, William Boyd, je vous en avais parlé deux fois dans l'émission, puisque je vous avais parlé de Brazzaville Plage et d'un autre livre dont le nom m'échappe, mais qui était très bien. Et donc, William Boyd, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Orage ordinaire, c'est un bouquin que j'ai bien aimé, mais qui est, je trouve, quand même en dessous de ce qu'il a pu écrire précédemment. Euh, Ça raconte l'histoire, c'est une histoire très Hitchcockienne en fait d'un mec qui est climatologue, qui a rendez-vous avec un professeur dans une chambre d'hôtel. Et quand il arrive, bah, le professeur vient d'être assassiné. Et ce con, il a le réflexe de prendre le couteau. Et donc, du coup, il y a ces empreintes qui sont sur le couteau. Il se retrouve en cavale et il va devoir prouver son innocence. Donc, un pitch assez, assez classique, sauf que il va le dérouler de manière à montrer que en fait, le gars va complètement changer de vie et va devenir SDF. Il va complètement se déconnecter de tout, de sa carte bleue, son portable, tout. Et en fait, il va décider de devenir SDF dans Londres. Et voilà, en fait, il sera introuvable parce qu'en fait, il n'aura plus aucune manière de le traquer. Et donc, à partir de ce statut de SDF, comment il va faire pour essayer de trouver qui a tué ce professeur et comment il va faire pour s'en sortir. Donc, le pitch de départ est assez classique, mais disons que la manière dont il va le dérouler est quand même assez intelligente. Après, je trouve que il y a un peu trop de personnages, c'est un petit peu long, mais malgré tout, ça reste quand même un livre qui est sympa à lire. C'est pareil, vraiment un livre d'été, un bon polar bien écrit. Je trouve que ça n'a pas la force de ces autres livres, mais en même temps, ces autres livres, ils sont tellement forts que forcément, il y a des moments où il ne peut pas être à ce niveau-là tout le temps. Donc voilà. Donc c'est Orage ordinaire, c'est sympa à lire, c'est un bon polar, mais c'est pas le livre de l'année, quoi. Ok, très bien. Eh bien, ça en fait des choses à découvrir ou à éviter. Hein, comme... Ouais, en gros, si vous deviez, faut voir Sony, Paris Police 1900 et lire Effet secondaire probable. Et avec ça, déjà, vous allez passer un bon moment. J'ai l'impression, effectivement.
Moi, j'ai vu un film, c'était ce samedi. Un film voilà, qui passe un peu inaperçu. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pour la fête des mères. Donc du coup en Belgique et aux États-Unis, etc. Donc il y a à peu près 2 semaines. Et ça s'appelle The Sheep Detectives. En français, ils l'ont appelé Détective privé. Ah oui, mais moi Ah j'avais ah. envie de voir ça. Eh ben voilà. Mais moi j'avais vu, et je pense qu'on avait partagé ça aussi sur le WhatsApp, la bande-annonce avec Hugh Jackman en éleveur de moutons qui raconte en fait des polars et qui en gros, ça on le sait très vite, meurt et c'est les moutons qui reprennent la relève pour mener l'enquête. C'est globalement ce qu'on savait. Et donc on se dit ouais bah ok pourquoi pas, ça peut être un truc complètement barré, ça peut être un truc à façon un peu à la Zaz et voilà. Mais j'étais pas sûr du tout, mais bon je vois que c'est pour les enfants, puis voilà j'y suis allé avec mes 2 filles. Derrière niveau scénario c'est Craig Mazin. Bon bah c'est Tchernobyl hein. Voilà, et Léonie Swan. Et à la réalisation, c'est Kyle Balda, que personnellement, je ne connaissais pas. Il a travaillé sur des choses comme Fantôme contre Fantôme aux effets visuels, mais il a aussi réalisé Les Mignons et Moi Moche et Méchant 3. Oui, d'accord. Voilà, c'est monsieur, je fais des grands écarts. Et donc, ça parle de quoi? Justement de ce que je disais, voilà, de ce berger qui lit à haute voix un meurtre mystérieux, qui s'occupe de ses moutons. Il est vraiment très important pour lui. Il est retrouvé mort et les moutons finissent par comprendre très vite qu'en fait c'est pas normal et qu'il s'agit d'un meurtre. Et donc, on aura en parallèle ces moutons qui découvrent que en fait les meurtres c'est pas que dans les livres. Et à côté, une enquête réelle avec une histoire d'héritage, de famille, voilà, de choses pas très très claires, le tout dans une petite bourgade dans le fin fond de l'Angleterre. Et donc moi je m'attendais à ce que je disais, voilà, un truc comme ça. Puis finalement, ça avait plus des airs très vite de Babe. Je dis, ah bah c'est pas mal non plus en fait, parce que Babe, Ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire, quoi. En plus, le fait d'avoir un réalisateur qui vient comme ça un peu de film de genre, ça rappelle. Oui, c'est ça, on est vraiment dans ce genre-là. Et donc c'est un film qui dure déjà 1h50. On a voilà, Hugh Jackman qui joue le rôle principal, mais qui meurt aussi très vite. Mais après, niveau voix, en tout cas, bon, moi ici j'étais en français, mais dans les voix originales, on a Brett Goldstein, on a Patrick Stewart, on a Bella Ramsey, Chris O'Dowd, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus. Enfin voilà, il y a des grands noms derrière. Et je me suis retrouvé vraiment devant un film qui était très tendre, mais en même temps pas tendre du tout forcément avec les plus petits. On était dans une salle où on était 7, voilà, pour tout dire. Parce que ça va traiter justement du deuil, ça va traiter de la mort et de la violence que ça peut avoir, sans trop l'édulcorer. Hein. Ça peut même... ça insistait peut-être un peu trop là-dessus, parce qu'il y a quand même... je ne dirais pas quoi pour pas vous spoiler non plus le truc, mais en dehors du décès du berger, il y a quand même 2 autres décès qui sont assez... inattendus et choquants et qui sont vécus tel qu'un décès peut l'être, voilà. Donc c'est assez triste, ça peut être un peu violent par moment, mais bon, c'est pas c'est violent en façon les vieux Disney hein, aussi, hein, faut pas non plus cracher là-dessus. Puis on a des moments qui sont absolument drôles, des moments qui sont aussi beaucoup bien tendres, et que à plusieurs reprises, en fait, la situation est tellement cocasse que les gens sont au courant que c'est pas normal.
C'est pas genre on fait comme si de rien n'était. On va accepter que les moutons mènent une enquête, que les moutons font des choses qui sont improbables. Et puis c'est aussi de jolis messages justement sur la cause animale, sur le fait que ça vient d'un livre, hein, tout ceci, sur le fait qu'on pense souvent que le mouton est l'animal le plus bête en fait, Non, de le plus tout ça. bête. Le plus bête, mais en fait pas du tout. Et on se retrouve avec des choses assez mignonnes comme le fait que la mort... en fait, ils ne connaissent pas parce que pour eux, dès qu'un mouton meurt, il devient un nuage. Oh, Et déjà, tu te dis ça c'est super mignon. oui. Petit clin d'œil vers la fin où justement ça tire des larmes aussi encore. On se retrouve aussi avec des moutons qui se disent, voilà, dès que quelque chose de grave est arrivé ou d'un peu choquant, ils comptent tous jusque 3 et puis ils disent on oublie. Et puis hop, ils ont tout oublié. Et ils recommencent la phrase qui vient juste de terminer il y a quelques minutes pour dire voilà, en fait, ça n'a pas existé. Sauf un, parce qu'il y a un mouton qui s'appelle Moumout, qui, lui, par contre, il a une malédiction, comme ils disent, c'est qu'il n'oublie jamais rien. Et qu'il se souvient de tout. Et que c'est très dur pour lui, en fait, de se souvenir de tout et de ne rien pouvoir parler avec ses amis moutons. Donc, franchement... c'est bien joué, les moutons sont c'est des images de synthèse, hein, encore une fois, la plupart du temps ça marche vraiment bien et l'enquête en plus de ça qui est derrière, en fait elle n'est pas non plus conne. Il y a vraiment un côté un petit polar, une petite enquête à essayer de deviner pourquoi et qui a fait ça, pourquoi et comment. Et le dénouement, on s'y attend pas forcément. Il y a moyen un petit peu quand même, malgré tout, mais c'est pas genre l'enquête, on l'a mis comme ça parce qu'il fallait bien avoir un truc. Non, l'enquête, elle est intéressante. Elle fait partie du film, autant que la vie des moutons entre eux, la vie des humains entre eux, et tout ce petit monde, et finalement, ça fonctionne vraiment bien. Mais je pense qu'il arrive à un mauvais moment où j'ai l'impression qu'on n'en parle quasiment pas et que, comme je vous dis, voilà, ça fait pas si longtemps que ça et on a eu dans mon petit cinéma pas loin de chez moi, on a eu une toute petite salle et on était, moi j'étais 3 avec mes 2 filles et puis il y avait une famille derrière et c'était 4, 2 parents, 2 enfants. Voilà. Ouais, peut-être Donc, qu'il aura une seconde vie en streaming, mais... Ouais, peut-être. Peut-être. Je dis pas que ça vaut absolument le coup de le voir directement au cinéma, mais le voir, ouais, quand même. Parce que j'ai trouvé vraiment un film très émouvant, touchant, drôle, et qui peut amener justement à la réflexion sur la question du deuil et de comment les personnes peuvent le vivre. Et moi, j'ai vu vraiment les moutons comme étant les enfants, justement, et l'innocence en fait de l'enfance par rapport à quelque chose d'aussi violent qu'un meurtre, en fait, finalement. Voilà. Et donc, mais malgré tout, ça reste un film familial et on peut y amener des enfants relativement petits. À partir de 6-7 ans, sans trop de problèmes, quoi. Si vous voulez les traumatiser dès le plus jeune âge. Ça n'a pas vraiment eu cet effet-là. Ce n'est que ma plus grande a vraiment noté le fait que, tout comme moi, voilà, elle a des angoisses par rapport à la mort. Mais elle a remarqué quand même que, ouais, elle a dit, il y a eu quand même quelques morts dedans. C'était pas très simple, mais elle avait bien aimé le fait que les moutons se disent que quand ils meurent, ils deviennent des nuages. Et, ça, c'est trop mignon. et je trouve que vraiment l'idée elle est très très mignonne, quoi. Ouais. Il y a un côté un peu fable comme ça qui vraiment c'est un peu le Babe d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc si tu voulais le voir, Olivier, tu peux y aller. Ouais, mais je très vois bien. aucune séance. J'ai même galéré à trouver la date de sortie. Apparemment, il est sorti le 6 mai, mais je n'ai vu aucune séance. C'est pour ça que moi j'ai retenu, parce que c'était sur l'affiche, il était marqué pour la fête des mères. La fête des mères en Belgique, oui, c'était le deuxième week-end de mai. Donc ouais, c'est ça, c'était le 6.
Ouais. Donc voilà, on est que le 18 et voilà. Peut-être assez mal distribué. Et derrière tout ça, c'est Amazon MGM et Sony. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est Sony Pictures. Bon, par contre, Elodie, Oui, ton récap. oui. Eh bien, tu vas faire partie de mon récap puisque cette semaine, tous les deux, La nous semaine avons dernière. lancé vendredi soir une session sur le jeu Don't Panic, It's Just Turbulence. Un petit jeu coopératif indé qui mélange communication, gestion du stress et mini-jeu dans un avion en pleine catastrophe. Le principe du jeu est simple. On a un joueur qui incarne le pilote dans le cockpit, pendant que l'autre joue le contrôleur aérien avec les manuels et les solutions sous les yeux. En gros, c'est un peu un cousin de Keep Talking and Nobody Explodes, mais version turbulence et crash aérien. Et franchement, au début, ça marchait très bien. Il y a un vrai plaisir dans la coopération. Il y a un peu de panique. Il y a un peu de on comprend rien, mais c'est pas grave, on avance. On se répète des infos un peu absurdes. Et franchement, on a bien rigolé en ne comprenant absolument rien de ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, toutes nos pensées vont aux familles que nous avons absolument détruites à coups de crash retentissants. Mais voilà, c'est clairement le genre de jeu qui crée immédiatement des moments de stream ou de bonnes soirées entre potes. Côté graphisme, c'est correct. C'est pas le point fort du jeu, mais ça fait le travail. C'est bien, ça peut tourner sur n'importe quel ordinateur, quoi. Ah, ça c'est sûr. N'importe quel grille-pain est capable de le faire tourner. Là où le jeu est le plus intéressant, c'est dans, on va dire, la variété des mini-jeux. Il y a plein de concepts différents au départ. Ouais. Et pendant les premières heures, on découvre assez régulièrement des nouvelles mécaniques. On sent aussi que le jeu il a été pensé pour pousser la communication permanente entre les deux joueurs. Et ça fonctionne vraiment bien. On est obligé de se parler, il n'y a pas de détournement. Par contre, il y a quand même plusieurs trucs qui nous ont un peu sortis de l'expérience. Déjà, la traduction française est très aléatoire, mais visiblement, il n'y avait pas que la traduction française. Le texte de base avait des soucis. Il y a des moments où certains termes ne veulent pas dire grand-chose, où ça manque de clarté, ce qui est un peu gênant dans un jeu où tout repose sur la compréhension rapide des consignes. Voire même des contresens dans certaines phrases, ouais. Tout à fait. Et surtout, on a eu plusieurs situations. On ne savait même plus si le problème venait de nous ou du jeu. Parce qu'on a eu des mini-jeux qui étaient carrément buggés ou impossibles à terminer correctement. Alors peut-être qu'on est juste extrêmement mauvais, c'est une possibilité qu'il faut envisager honnêtement. Ça reste une possibilité, mais il y a des moments quand même, c'était... Moi j'y crois pas à cette possibilité. C'est vraiment très gentil. Mais il y a eu plusieurs moments où on avait vraiment l'impression que le jeu réagissait pas comme c'était prévu. Et surtout c'était redondant, c'était à chaque fois quand on arrivait sur le même scénario que ça marchait pas et on voyait pas d'autres alternatives. Donc... Bon, voilà. On va dire que souvent le problème était entre le clavier et le fauteuil, mais là quand même, il n'y avait pas que nous. Le problème principal, c'est qu'on a aussi très vite eu l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Tous les deux, on s'est arrêté au niveau 14. Il y en a 20 disponibles. Et honnêtement, ça faisait déjà un moment qu'on se répétait un peu toujours les mêmes choses. Le jeu ajoute des complications pour augmenter artificiellement la difficulté. On a les coupures de courant, d'ailleurs, qui ne sont jamais intervenus pendant le niveau tuto. Oui, là, il y a un niveau tuto où on vous dit attention, on peut avoir des coupures d'électricité. On n'a pas eu. Ils n'ont pas eu. Je crois qu'on a fini trop vite le niveau, en fait. Du coup, ça l'a pas déclenché. C'était trop bon. Voilà, c'est ça. Comme quoi, c'était pas nous le problème. Et puis, il y avait aussi donc, ce fameux terroriste que j'en pouvais plus, qui, en fait, il vous braque pendant plusieurs interminables secondes et qui vous empêche de jouer en fait. Mais en fait ça change pas vraiment la structure du gameplay, ça fait juste perdre du temps artificiellement en fait. Du coup la difficulté paraît parfois un peu aléatoire plus que réellement bien pensé, et même Fred tu le soulignais pendant qu'on jouait, c'est que quand tu regardais les niveaux de difficulté qui étaient annoncés, il y avait rien de cohérent, c'était un coup c'était facile, un coup c'était très dur, mais en fait on voyait pas la différence quand on jouait. Donc
Et visiblement, voilà, j'ai regardé un petit peu ce que les gens en pensaient sur Internet. On n'est pas les seuls à voir le jeu comme ça. Il y a beaucoup de retours qui saluent le concept coopératif et l'ambiance chaotique très fun. Mais le jeu est souvent aussi comparé à un Keep Talking dans un avion, avec l'idée qu'il lui manque encore un peu de profondeur ou de renouvellement sur la durée. Donc voilà, c'est un bon petit jeu coop sympa, surtout si vous aimez les expériences de communication sous pression et les jeux de soirée, quoi, on va dire. On a passé un bon moment dessus, clairement, mais aujourd'hui, ça ressemble plus à une très bonne base qu'à un jeu totalement abouti. Je pense qu'avec des mises à jour et une meilleure finition technique, avec plus de variété dans les niveaux et des mécaniques qui évoluent vraiment au fil de la progression, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus marquant. Mais c'est vrai que là, c'était un peu Mais en fait, ce qui était dommage, c'est qu'en fait, on était au bout des 14. Donc on se dit, ben voilà, peut-être qu'à ce moment-là, on peut avoir de la répétition, mais ça faisait, comme tu dis, 5-6 trucs où globalement, on avait déjà eu le terroriste qui faisait les mêmes choses, et même parfois les mêmes jeux dans les mêmes ordres, avec les mêmes solutions. Donc on finissait par avoir des automatismes de oui, c'est ça et ça, ça, ça. Donc ça, on pouvait aller vite. Et il restait, malgré tout, dans la liste des mini-jeux, des mini-puzzles, des choses qu'on n'avait même pas encore eues. Ah ouais? Ouais, bah il y en avait, j'ai jamais rencontré. Un truc avec des ronds de couleurs, machin, il n'y avait pas. Enfin bref, c'est vrai que c'est peut-être le jeu où tu te dis, bah on fait une partie de temps en temps, rapidement, et pas comme ça d'affilée pendant plusieurs heures. Effectivement, c'est peut-être aussi ça le problème, mais un Keep Talking Nobody Explode peut gérer ça sans souci. Tu pourrais jouer autant d'heures que tu veux, que en fait t'as toujours le truc qui est renouvelé, parce qu'il va pas il va pas chercher beaucoup plus loin, et puis surtout les règles étaient quand même beaucoup plus solides. Là, puis là c'est vrai que en fait les règles elles étaient dans chaque mini-jeu, t'avais pas assez de possibilités différentes pour que ce soit renouvelable. Je suis désolée, mais cette fameuse grille avec les gougouttes, c'est ça, on n'avait que deux solutions. En fait, il y a eu un moment, c'est pour ça que je dis, il y a une grille avec des points, avec des sigles, et il faut dire où se trouve le point et où il doit se trouver en 1 et 2. Le nombre de fois où c'était exactement la même grille. De toute façon, il y avait que, je crois, 3 grilles possibles. Non, il y en avait 6. Ah ouais, je crois qu'on en avait 6, même un peu plus que ça. Non, il y en avait plus que ça, même plus que ça. Et on avait toujours les 3 mêmes. Et au bout d'un moment, c'est voilà. Et puis ça devenait vraiment tellement un réflexe. C'est la ligne du U avec les gougouttes. Oui, c'est Parce ça. qu'il y a un sigle, c'était un W avec 2 petits barres en dessous. Et ben j'ai trouvé que dès le départ, ça ressemblait à une paire de seins. Donc c'est devenu les gougouttes. C'est vrai que c'était. J'ai compris tout de suite que c'était clair. C'est pour ça, au moins on sait qu'on peut travailler ensemble, il n'y a pas de problème, on se comprend. Les mêmes références. Les Des mêmes boobs. références. Il y a des boobs, tout va bien. Ça, des têtes d'aliens. Mais bon, ouais, c'est... l'idée reste bonne, mais ça manque de variété et de finition. Mais le jeu, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Ça faisait une semaine qu'il était sorti, donc je pense qu'il va y avoir des mises à jour qui vont améliorer le truc. Peut-être, du coup, ça vaut la peine de peut-être attendre un peu, de voir s'il y a des choses qui sont rajoutées avant de l'acheter. Après, le jeu était pas très cher non plus. Non, je crois qu'on l'a payé 6 balles. Ouais, c'est ça, 6-7 euros. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, pour le concept est maintenant quand même assez développé, et donc il y a des jeux qui sont quand même bien meilleurs sur le principe. Donc voilà, celui-là, ça sera pas une priorité. Si par contre vous avez déjà poncé les plus connus du genre, vous pouvez aller faire un tour dessus. Mais voilà. Oui, il est là, c'est ça, c'est 6,52€ pour l'instant, parce qu'il est sorti il y a une semaine. Ouais. Effectivement, ouais. Donc voilà pour côté jeux vidéo. Côté série, faut que je vous parle de la saison 2 de Devil's Hour qui est disponible sur Prime Video. Et pour le coup, là par contre, énorme bonne surprise. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une série britannique entre le thriller policier, le fantastique et la science-fiction. L'histoire suit Lucy Chambers, une femme qui se réveille toutes les nuits à 3h33, comme moi, l'heure du diable, et qui va se retrouver liée à une série de meurtres et surtout à un personnage extrêmement mystérieux qui est joué par Peter Capaldi. Et au départ, la série ressemble à un thriller un peu glauque et psychologique. Et puis, petit à petit, ça va partir dans des trucs de temporalité, de vie parallèle, de souvenirs qui traversent les réalités.
Et honnêtement, bon voilà, ça devient très fascinant. Je vais pas te détailler parce que c'est vraiment une série à twist, donc je veux pas spoiler, ça fait partie quand même du charme de la série. Mais pour reprendre en fait la saison 2, elle reprend quasiment là où la première s'arrêtait, sauf que cette fois la série elle assume beaucoup plus son côté science-fiction métaphysique, là où la première saison elle entretenait surtout le mystère. On a une deuxième saison qui commence vraiment à développer ses concepts et à montrer les conséquences de tout ce qu'on avait découvert avant. Et c'est typiquement le genre de série où il faut avoir vu la saison 1 récemment parce que ça te tient absolument pas la main. D'ailleurs, j'ai été un petit peu audacieuse de zapper le récap en lançant le premier épisode. Tu peux regretter Malheureuse. après. Ben, je me suis dit, bon, l'épisode il dure plus d'1 heure, j'avais pas tant de temps que ça, je me suis dit, allez, soyons fous. Bah, après, j'ai raccroché les wagons, hein, mais j'avoue que la première demi-heure était compliquée. Mais ce qui est impressionnant, c'est que malgré toute sa complexité, ça reste hyper prenant. La série réussit à garder une vraie tension dramatique tout le temps. Il y a une ambiance très froide, très anxiogène, avec une réalisation super élégante et une espèce de sensation permanente que quelque chose va mal tourner. Et cette saison est encore plus maîtrisée que la première, avec un récit plus dense, mais aussi plus satisfaisant dans sa manière de connecter toutes les idées. Parce que autant la première saison, vraiment, on pipe rien à ce qui se passe jusqu'au dernier épisode qui commence quand même un peu à expliquer quelque chose. La saison 2, c'est compliqué, mais on voit ce qui a été mis en place, ça fait sens. On patauge pas dans la semoule, comme on dit. Mais surtout, on a un Peter Capaldi qui est incroyable. Déjà, dans la saison 1, il était magnétique, mais là, il devient vraiment le cœur émotionnel et philosophique du récit. Sa relation avec Lucy fonctionne super bien. Et la série arrive à rendre profondément humain des concepts pourtant très abstraits. On peut comparer la série à Dark pour son côté puzzle temporel et sa façon de traiter les réalités parallèles, mais c'est quand même beaucoup plus simple à suivre. Parce que j'avoue que Dark, moi, les deux dernières saisons, j'ai complètement lâché la rampe, je savais plus qui était qui, à quelle époque on était, enfin, c'était infernal. Que là, quand même, c'est bon. Vous pouvez avoir un cerveau de taille normale et arriver à suivre. Après, faut être honnête, c'est une série qui demande de l'attention quand même, hein. Il y a des moments où tu peux être un petit peu perdu, mais voilà, c'est le genre de série où on aime bien aussi finir l'épisode en regardant le plafond pendant 10 minutes pour essayer de reconnecter les timelines. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui la rend passionnante, parce que la série fait confiance à son public et ne simplifie pas ses idées juste pour être plus facile. Et ce qui est cool, c'est que malgré ce côté un peu cérébral quand même, ça reste aussi une vraie série à suspense. Ça avance vite, il y a des révélations régulièrement, et c'est une saison plus rythmée et plus intense que la première. Donc franchement, j'ai adoré cette saison 2. C'est ambitieux, c'est intelligent, c'est un petit peu vertigineux à certains moments, mais c'est toujours captivant. Et surtout, ça fait partie de ces rares séries qui donnent vraiment l'impression de regarder quelque chose d'unique dans le paysage télé actuel. Donc regardez-la, parce que autant la première saison, je pense qu'il faut un peu s'accrocher parce que ça met beaucoup de choses en place sans expliquer grand-chose. Mais ça vaut le coup parce qu'on a le soulagement en saison 2 de voir que les scénaristes ont vraiment une idée de où ça va et il y a beaucoup de choses qui commencent à être expliquées. La saison 2, on se pose plus la question de qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ça se passe en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous la recommande très chaudement. Eh ben, ça en fait encore d'autres choses. Donc vous pouvez soit regarder, soit paniquer avec un truc. Oh, d'ailleurs, en parlant de Don't Panic, quand tu tapes le nom Don't Panic et Just Turbulence, il te propose un autre jeu qui s'appelle Don't Panic Together. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est. Il y a une démo, parce que c'est pas encore sorti. C'est un jeu dans le même genre, il faut s'aider l'un l'autre avec des caméras de surveillance et se cacher, mais c'est un jeu d'horreur en coop et qui prend ton micro. Oh et mon donc, Dieu, quelle horreur! le moindre petit cri, etc., tu peux te faire repérer et c'est la mort. Donc je me suis dit, ça a l'air cool, mais j'ai peur quand même. J'y vais, mais j'ai peur. Moi, je débranche le micro. Voilà, pas de problème. Ça marche aussi dans la vraie vie, hein. S'il y a un monstre qui rentre chez toi, tu débranches ton micro, pof. Oui. Voilà. Et hop, je reste sur le canapé, tranquille. Exactement. Sa vision est basée sur le mouvement. Alors, on va passer à ta reco de la semaine, donc à nouveau du cinéma. Et oui, je vais vous parler d'un film qui a bien failli passer à travers mes radars à cause de plusieurs choix marketing très discutables. Ce film, c'est quoi l'amour de Fabrice Forjard.
C'est un film dont le pitch est assez simple en fait. C'est l'histoire de Fred et Marguerite qui ont été mariés dans leur jeunesse, qui ont divorcé rapidement après avoir une fille et qui ont chacun refait leur vie de leur côté et qui n'ont aucune animosité l'un envers l'autre. Donc Marguerite est remariée, elle a une nouvelle fille avec ce nouveau mari et Fred, lui, il est en couple avec Chloé. Et il se trouve que Fred et Chloé veulent se marier, sauf que Chloé étant très croyante, elle veut se marier à l'église, ce qui est pas possible vu que Fred s'est déjà marié à l'église une première fois. Et t'as pas le droit. On sait pas pourquoi. Parce que, enfin, si on C'est sait pourquoi. péché. Ouais, parce qu'en gros, t'as dit à Dieu que tu t'étais Jusqu'à ce que fidèle la mort nous sépare, et à puis en une fait. meuf et du coup maintenant t'as plus le droit de dire. Lui, il a dit c'est bon, c'est jusqu'à ta mort et c'est tout. Et t'as pas le droit d'en avoir une autre. Donc voilà, c'est la religion. Et donc du coup, il y a quand même des solutions à ça. Mais il faut faire annuler son premier mariage et pour cela, il faut passer devant un tribunal catholique pour que, en gros, pour prouver que ce mariage n'avait pas de lieu d'être et que, en gros, c'était une erreur ou que c'était une bêtise ou, enfin voilà, il faut pouvoir prouver que ce mariage n'a aucune raison d'être. Et donc, c'est assez facile ça auprès d'une administration, parce que les administrations, globalement, ils s'en foutent. Mais l'Église, eux, ils sont un petit peu plus tatillons, ils sont un petit peu plus intrusifs dans ta vie. Ah Et en fait, bon. passer devant un tribunal catholique, bah, c'est un petit peu humiliant, puisqu'on te demande beaucoup, beaucoup de choses sur ta vie privée. Et surtout, il faut trouver des raisons qui, en général, égratignent soit l'homme, soit la femme. Mais en tout cas, il faut il y en ait un des deux qui trinque. Euh, et en plus de ça, il se trouve que Fred et Marguerite se retrouvent, ils s'étaient pas vus depuis plusieurs années, enfin, ils se voient parce qu'ils ont une fille en commun, mais tout d'un coup, ils passent beaucoup de temps ensemble et en fait, il y a un rapprochement qui s'opère entre les deux et qui va faire renaître un petit peu les doutes sur leur relation passée et ils vont se poser la question de est-ce qu'ils ont bien fait de se séparer à l'époque. Donc voilà, donc c'est un voyage religieux juridique qui va les emmener jusqu'à Rome, où en fait les deux familles vont se retrouver réunies à Rome pour aller plaider leur cause auprès du pape au Vatican. Donc voilà, c'est un pitch, honnêtement, qui part sur une bonne base pour faire une comédie française bien pourrie, bien franchouillarde, bien con. La bande-annonce, globalement, confirmait un petit peu cette tendance. L'affiche, bah, en fait, ça finissait de clouer le cercueil de mon envie d'aller voir ce film. Sauf que, il se trouve que j'ai la carte illimitée et que j'avais un peu de temps, qu'il y avait que ce film-là qui passait au moment où j'étais au cinéma. Donc je suis allé le voir parce que globalement, je paye pas plus. Et ben en fait, surprise, c'était pas si mal que ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment été surpris. En fait, c'est pas du tout une comédie à la con, genre les trucs avec, euh, avec Christian Clavier, les trucs un peu débiles. Euh, Là, c'est vraiment j'ai été en fait vraiment surpris par la profondeur qu'acquiert le récit au fur et à mesure. Et c'est une vraie réflexion en fait sur le couple à tous les âges, parce qu'en fait, il y a les couples adultes, mais en fait, ces couples adultes, ils sont confrontés à l'amour qui est très fougueux, très passionnel qui naît chez leurs enfants. Parce qu'en gros, leurs enfants, ils ont tous entre 16 et 22 ans. Et donc, en fait, ils commencent des histoires d'amour qui sont très passionnelles. Et ces adultes, ils regardent ces jeunes en se disant, mais où est-ce qu'elle est passée cette fougue? Est-ce que c'est normal nous, on vive plus ça? Est-ce que c'est normal que... Puis c'est un petit peu énervant aussi de voir deux ados passer leur temps à se bouffer la bouche. Euh, donc c'est assez marrant de voir cette,
ce ce gap, ce generation gap en fait entre des adultes qui sont dans une relation mature et ces enfants qui sont dans une relation où plus rien n'a d'importance autour d'eux, quoi. Et c'est aussi une réflexion sur la religion. Et cette question-là, évidemment, elle est pas. C'est quelque chose qui est plus en creux, qui est plus, qui se dessine derrière le sujet. Euh, mais j'aime beaucoup la manière très ironique en fait dont il traite le sujet du dogme et de son côté en fait totalement décalé dans la société moderne dans laquelle on vit, où la famille finalement n'a plus du tout le cadre de l'époque où ces dogmes ont été créés. Euh, Là, il y a une fille, il y a la fille de Fred et Marguerite. Bah, en gros, elle est bisexuelle. Des fois, elle sort avec des mecs, des fois, elle sort avec des filles. Eux, évidemment, ils ont divorcé. Ça leur pose aucun problème de divorcer. Ça leur pose aucun problème moral. Euh, et finalement, ils éduquent leurs enfants avec cet état d'esprit de dire vous aimez qui vous voulez, quand vous voulez, et il n'y a pas de règles dans l'amour et dans le couple. Donc, du coup, toute la rigidité de la religion catholique est vraiment en contraste avec ça. Et c'est marrant parce que il y a tout un tas de jeux de gros plans sur des œuvres d'art chrétiennes euh, qui sont notamment une sculpture d'une vierge enceinte, un tableau où il y a une vierge qui est en train d'appuyer sur son sein pour que le lait jaillisse vers les gens qui sont en face d'elle et que les gens puissent boire le lait comme ça de la Vierge. Enfin, c'est vraiment des tableaux qui sont d'un ridicule et d'un cringe terrible. Et comme ça, il y a plein dans le film est jalonné des gros plans de tableaux comme ça. On se dit, waouh, 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 ces tableaux-là, ils sont affichés au Vatican, quoi. Enfin, c'est sordide. Et, euh, et c'est pour montrer un petit peu c'est le côté un peu paradoxal de la religion qui est très prude sur certains trucs et en même temps très cringe sur d'autres. Et donc c'est assez marrant. Mais c'est pas que pour se moquer non plus de la religion parce que il y a le personnage de Chloé qui est très croyante, qui est interprétée par Mélanie Thierry. Mélanie Thierry qui, pour une fois, a l'occasion de jouer dans une comédie, elle qui a vraiment souvent fait des rôles très tragiques, très durs, très... voilà, donc, et je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Et donc son personnage, il montre quand même que la foi, ça peut être une sorte de rambarde. On sent que c'est un personnage qui est plein de fêlures, qui est plein de doutes, qui la travaille, et que la religion, voilà, c'est une rambarde qui lui permet sur laquelle elle peut s'appuyer pour, euh, pour pouvoir vivre sa vie et avoir un contact avec les autres, parce que sinon on sent que bah, ce serait vraiment quelque chose pour elle de très très compliqué. Donc il y a vraiment ces deux facettes de la religion et je trouve que ça fait un contraste qui est à l'image du film en fait entre des moments qui sont ironiques et très drôles et des moments qui sont plus touchants et plus réflexifs et plus profonds. Euh, et voilà, c'est vraiment un vrai résumé de ce qu'est ce film, qui est pas un grand film, mais qui est un film qui me fait penser, en fait, quand je suis sorti du truc, je me suis dit, ça me fait penser à Fais pas ci, fais pas ça. Voilà, j'ai retrouvé Ah oui. le même type de plaisir parce qu'il y avait des moments où je riais qui sont vraiment drôles, il y a des moments qui sont très émouvants, il y a des moments, c'est très tendre. Les premières On... saisons alors. Ouais, les premières saisons. Ouais, ouais. Non, vraiment, on est vraiment sur les premières saisons de Fais pas ci, fais pas ça. Et on retrouve un petit peu cet esprit de, voilà, on a deux familles qui, malgré tout, créent un esprit de groupe. Et, euh, et je trouve que, voilà, Fabrice Forjard, le réalisateur, il porte un vrai regard tendre sur ses personnages. Il nous les fait aimer très rapidement. Il arrive à créer de l'émotion quand il faut. Il arrive à créer de l'humour quand il faut. Euh,
moi, je peux vous dire qu'à la fin, j'ai versé une bonne petite larme pendant le discours de mariage, pour ce qui montre quand même à quel point j'ai vraiment accroché avec ces deux familles. Mm. Et c'est surtout l'intelligence de ce moment, parce qu'en fait, ce moment, il arrive par, euh, par un personnage qui est le trait d'union entre ces deux familles, qu'on voit pas beaucoup dans le film, qui est un personnage qui n'est pas le plus présent dans le film, mais qui à ce moment-là délivre un discours qui est vraiment très émouvant, parce qu'en fait, on a eu tout le film avant qui nous permet de relier. Et, euh, et ouais, je trouve qu'en fait, c'est un film c'est une comédie très intelligente, quoi, qui parle de choses, qui parle de nous, qui sait quand il faut être drôle, qui sait quand il faut être tendre, qui sait quand il faut être émouvant. C'est très bien, en termes d'écriture, tout ça est très bien amené. Les acteurs sont très bons. Et surtout ceux qui font partie de la nouvelle génération. Moi, il y a l'ado de la famille, elle est incarnée par Saul Ben-Chetrit, qui pour moi est la révélation du film. Elle joue une ado, enfin presque adulte, elle est vraiment, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans, qui est totalement in love de son petit ami, au point qu'elle va commencer à négliger ses études, sa famille, qui est totalement insupportable la manière dont elle parle à ses parents, mais tellement juste. Enfin, vraiment, c'est pas, Comme une ado c'est peut pas faire, hein. caricatural. C'est vraiment haine, amour avec ses parents, ou des fois elle est super mielleuse avec ses parents, des fois elle leur parle super mal, des fois elle fait exprès de créer le conflit. Et je trouve que son personnage est très bien écrit, mais il est aussi très bien interprété par Saul Ben-Chetrit. Il y a le Chloé a un cousin, ou ouais, c'est un cousin qui est prêtre, qui les aide dans leur démarche, et qui est interprété par Grégoire le Prince Ringuet, qui est un acteur que personnellement j'avais vu dans des films, mais j'avais pas fait attention. Et là, il est excellentissime dans ce rôle de prêtre, qui est complètement déconnecté du reste de la société, mais qui est très gentil. C'est quelqu'un de très gentil qui veut les aider et tout, mais il est totalement à l'ouest en fait, parce que il ne vit que par le prisme de sa religion et de son état en fait de prêtre. Et il a une espèce d'optimisme perpétuel qui contraste totalement avec les doutes des personnages qui l'accompagnent. Et ça crée des moments qui sont vraiment très drôles. Je vous l'ai dit, Mélanie Thierry, elle est super drôle. Euh, et en même temps très, très, très fragile dans sa foi. Et il y a une apparition de Jean-Marc Barr, qui joue un juge chrétien, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Jean-Marc Barr, et je suis pas Mm. toujours fan de ce qu'il fait. Mais là, je l'ai trouvé très bon, et avec un côté un peu cassant, et qui en même temps est très drôle, et donne une scène de jugement religieux, à la fois très gênante et assez drôle. Et puis il y a Laure Calamy et Vincent McCain, qui sont deux acteurs qui globalement m'énervent pas mal, euh, qui jouent toujours, en général toujours le même type de rôle. Là, ils jouent le même type de rôle encore, mais sauf qu'ils sont moins. Ils le font avec plus de retenue, je trouve. Laure Calamy, notamment, qui elle finalement ramène l'ironie sur le côté religieux du truc, et qui est assez juste là-dessus. Donc voilà, je trouve que vraiment le casting d'acteurs fonctionne bien. On sent que c'est une vraie troupe, on sent que c'est un vrai groupe, que tout le monde prend plaisir à jouer. Et finalement, ce plaisir-là, il est assez communicatif. Donc voilà, donc c'était une bonne surprise. Le titre est complètement con, l'affiche est complètement con, la bande-annonce est complètement con, mais au final, le film est bon. Donc voilà. C'est, Comme quoi, c'est parfois. comme quoi il faut pas juger un film sur sa couverture, ni un livre. Mais du coup, c'était une bonne surprise, voilà, c'est pas du tout le film qui a été vendu. Je vous ai pas parlé de l'IS Salem,
qui est un acteur que je trouve très bon, qui fait beaucoup, beaucoup de second rôles, mais qui à chaque fois les joue avec beaucoup d'envie c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans ses rôles et qui donne à ses personnages une vraie sympathie, quelque chose de très plausible. À chaque fois que je le vois, je trouve que c'est un acteur qui mériterait d'être plus mis en valeur. Et voilà, enfin, il a un côté, il a un côté Bruno Salomon en fait, l'I.S. Salem. Et Ouais. c'est pour ça que ça me fait penser à, à Fais pas ci, fais pas ça, parce que je trouve qu'il a cette même bonhomie, cette même. C'est- Bah, ouais, ce que tu dis là, c'est assez vrai. Le rôle qu'il a dans Nous les Leroy, il y avait déjà un peu ce côté-là en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce personnage-là. Et tu sens que c'est pas un truc. Tu sens que c'est un mec qui arrive à créer ça à l'écran parce qu'il est un peu comme ça, quoi. C'est. Ouais, il se joue lui-même en fait. Le personnage, c'est lui en fait à chaque fois. J'ai Ouais, l'impression. c'est ça. Il dégage quelque chose de très sympa et vraiment, c'est un mec qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de suivre et il s'en prend plein la gueule dans le film parce que, en gros, il se retrouve un petit peu en porte-à-faux euh, entre entre sa femme qui commence à renouer des contacts avec son ex et sa fille et le fait qu'il faut qu'il montre qu'il fait quand même partie, enfin qui comprend la situation et voilà, enfin et je trouve que c'est un rôle qui est pas évident à jouer Mm. et il arrive malgré tout à en tirer quelque chose et voilà, c'est un petit peu le personnage qui donne un petit plus au film qui est assez cool. Donc voilà, c'est pas un grand film. Moi, si j'avais un bémol à donner, c'est que c'est pas très bien réalisé en termes de esthétique. C'est vraiment c'est le strict minimum. Euh, c'est 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 pas très bien éclairé. Les cadres sont assez banales. Enfin, vraiment, il y a pas tellement de recherche cinématographique Mhm. dans le film. Mais en attendant, voilà, j'ai quand même versé ma petite larme. J'ai eu pas mal d'émotions. Je me suis bien barré. Donc, finalement, Ça a fait son travail, quoi. ouais, Mm. enfin, je suis, ouais, c'est quelque chose auquel je peux pardonner le film. C'est pas grave parce que finalement, il y a tellement peu de films qui sont capables de créer une vraie émotion que bah, quand ça arrive, bah, on peut être indulgent, quoi. Effectivement. Et voilà, on va terminer cet épisode sur cette belle phrase et rappeler que dans les recommandations, il y avait donc vraiment un grand écart, encore une fois, au niveau du film, hein, parce qu'on a commencé de ton côté, Elodie, avec The Raid. Euh, on termine avec C'est quoi l'amour? Et entre les deux, il y a des moutons avec Détective privé. Bon, voilà, vous avez un Ah, peu pour de tous les tout, goûts, hein. hein, voilà, effectivement, pour tous les goûts. Et puis il y avait aussi de la série télé avec Sunny, Paris Police 1900, du cinéma encore une fois avec Obsession, du livre avec Orage Ordinaire, puis alors du jeu, pas mal de jeux. Don't Panic It's Just Turbulence, Froggy and Snow, The Caribou Trail, Mixtape. Et beaucoup, beaucoup de choses. Bah, bref, voilà. Encore de quoi remplir les différentes listes de choses à voir. Les bucket lists. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cet épisode. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'hebdo 73. Et entre-temps, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine et surtout... Bon Bonne Jovi! journée.